Bonjour, bonjour, salam alaikum, Dumelang Jumbo. Je m'appelle Sila. Bienvenue à la saison 4 du podcast Mindshack. Nous sommes un podcast de la génération Z qui a pour but de discuter des problèmes socioculturels, de leadership entrepreneurial et de sujets liés à la psychologie par les Africains, pour les Africains. Notre objectif est de mettre en question les problèmes sociaux que nous voyons dans le monde aujourd'hui dans un contexte et un point de vue africain. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de imposter syndrome. Je pense que c'est comme ça qu'on nous dit en anglais. En français, le syndrome de l'imposteur. Et une petite introduction de ce sujet dont on va discuter aujourd'hui. Il y a une citation de Marianne Williamson qui commence par déclarer: Notre plus grande crainte n'est pas que nous soyons inadéquats. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. Alors, est-ce que pour vous, c'est vrai? Et si nous nous comportions avec la peur d'être trop inexpérimentés, ou si nous avons la peur d'être trop jeunes ou pas assez intelligents pour être dans nos positions actuelles, comment est-ce que ça nous affecte dans la vie de tous les jours? Dans cet épisode, nous allons examiner le syndrome, bien sûr, de l'imposteur. Est-ce qu'il s'agit d'une condition médicale? Nous allons aborder tout ça aujourd'hui et nous allons également examiner comment cela nous affecte en tant qu'Africains. Alors, Mindshakers, bienvenue à la saison numéro 4, épisode numéro 11. Alors, avant d'entamer la discussion, je me présente, je m'appelle Sila et je serai votre guide, votre hôte pour les versions françaises de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le super magnifique plaisir d'accueillir Cindy, notre invitée qui va nous aider à décortiquer ce sujet assez vaste. Cindy est une psychologue clinicienne qui travaille notamment avec les enfants et les adultes sur le bien-être et la santé mentale. Et directe, intelligente et appliquée, elle a obtenu son master en psychologie clinique et psychopathologie de l'Université de Paris-Nanterre. Alors, Cindy, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Moi, ça va, ça va. Juste avant d'entamer la discussion, je vais partager une petite histoire personnelle pour justement pour donner un petit peu de contexte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur. À titre personnel, j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur, surtout en ce qui concerne ma vie professionnelle, que ce soit à la radio ou autre. Je me sentais jamais digne de prendre des rôles dans les entreprises ou postuler pour certains jobs parce que dans ma tête, je n'étais pas assez doué. Je connais également beaucoup de personnes qui sont intelligents, qui sont travailleurs, mais à chaque fois, à tous les coups, elles se rabaissent parce qu'ils ou elles ont trop peur de ne pas être à la hauteur. Alors, Cindy, est-ce que ça vous est arrivé déjà de se sentir pas à la hauteur aussi? Hmm. Alors oui, effectivement, un petit peu comme vous, au début de ma vie professionnelle, je dirais, Hmm, j'avais cette peur aussi ou ces inquiétudes de ne pas être à la hauteur, pareil, de ne pas être assez compétente ou assez douée dans ce que je faisais. hmm. Donc beaucoup de questionnements autour de mes compétences, mes qualifications, ce que je savais faire. Et finalement, petit à petit, j'ai pu travailler sur ça. Hmm. Et quand vous dites que vous avez travaillé sur ça, comment exactement vous avez travaillé sur ça? Est-ce que c'est quelque chose dont on peut travailler tous les jours? Enfin, j'estime que c'est un grand sujet, mais quelles sont les étapes que vous avez prises pour travailler sur ça? Hmm. Alors déjà, je pense tout d'abord que le syndrome de l'imposteur est vraiment lié à la confiance en soi. Hmm, Donc, à partir du moment où on a ce sentiment, je pense qu'on doute beaucoup de soi et qu'on manque de confiance en soi. Donc, hmm, personnellement, j'ai réalisé ça. Enfin, j'ai toujours été consciente, mais dans le domaine professionnel, je me suis rendu compte que j'avais ce manque de confiance en moi. Et donc, je pense que c'est possible, quand je dis de travailler, c'est vraiment de se rendre compte qu'on manque de confiance dans certains domaines et donc de se redonner confiance hmm. euh,
volontairement, en faisant des efforts, déjà en étant conscient et ensuite en se disant au quotidien comment je peux faire pour reprendre confiance et pour ne pas me laisser déstabiliser par ce sentiment, cette émotion que j'ai finalement. Ouais. Alors, ici, j'ai vu, j'étais en train de lire un article sur l'entrepreneur.com euh, et c'est noté que les femmes semblent euh, être plus confrontées au syndrome de l'imposteur dans leur lieu de travail. Euh, alors, est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi est-ce que c'est les femmes, d'ailleurs, qui sont plus touchées par ça? Alors effectivement, j'ai lu aussi que les femmes étaient plus touchées par ça. Je pense que c'est vrai dans le sens où elles en parlent peut-être plus, où c'est quelque chose qu'elles disent, qu'elles partagent dans leur entourage. Mais en même temps, je ne suis pas vraiment sûre que dans la réalité, ce soit vrai. Je pense que les hommes aussi sont beaucoup touchés par ça, mais qu'ils le disent moins et qu'ils le Hmm. partagent moins. Donc, je pense que c'est plutôt ça au niveau statistique qui est peut-être faussé. Mais honnêtement, je pense aussi que les hommes peuvent être beaucoup touchés par ça. Hmm. Hmm. Alors moi, personnellement, en tant qu'homme, j'ai été touché par ça. À un moment donné dans ma vie, je postulais pas pour les boulots ou lorsque je voyais les positions ouvertes ou les postes ouverts dans les lieux ou même c'était les compagnies dans lesquelles je voulais travailler, je trouvais pas trop la force. J'étais super anxieux. Je n'arrivais pas à postuler parce que je me disais à chaque fois, de toute façon, il y a quelqu'un de mieux. De toute façon, il y a ci. De toute façon, il y a ça. Donc, à chaque coup, je trouvais une raison pour laquelle je ne devais pas postuler. Et finalement, j'ai fini par lâcher pas mal de boulot. Euh, et vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais c'est un peu comme ça, comme que le syndrome de l'imposteur nous fait peur, à tel point qu'on ne peut pas réagir, quoi. Effectivement, on observe souvent un blocage. Donc, vous avez bien décrit, en fait, il y a souvent de l'anxiété derrière ce syndrome de l'imposteur. Donc, on a peur, comme on a dit tout à l'heure, de ne pas être à la hauteur. Mais des fois, on a tellement peur qu'on est bloqué et qu'on n'avance plus. On ne prend plus de décisions, on n'ose pas franchir certaines étapes, on n'ose pas postuler, on n'ose pas se mettre en avant d'une certaine façon. Donc, il y a Hmm, des gens qui ont tendance comme on dit, à procrastiner, à vraiment repousser les choses en disant demain je le ferai, la semaine hmm, prochaine, c'est pas le bon moment, dans un an. Ou hmm, au contraire, il y en a qui vont travailler 2 fois plus en disant que pour se sentir à la hauteur, il faut qu'ils aient un maximum de compétences. Donc, ils vont se jeter à fond dans le travail. Et ensuite, au final, le point vraiment qui ressort, c'est qu'à la fin, la personne n'a jamais l'impression d'être à la hauteur. Peu importe ce qu'elle a fait, même si elle a beaucoup travaillé ou qu'elle est procrastinée, elle va se dire soit c'est la chance qui m'a permis d'être là, ou soit bah, c'est le travail, mais ça ne vient pas de moi. En fait, c'est ça qu'on retrouve, c'est que la personne se dit que dès qu'elle réussit, c'est pas lié à elle, c'est pas lié à sa personnalité, son hmm, profil ou ses compétences, c'est lié à quelque chose d'externe à elle. Donc, elle ne mérite pas vraiment finalement. hmm, hmm. Ouais, c'est assez vrai ça. Moi, si je pense dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui sont intelligents et intelligentes et qui sont travailleurs ou travailleuses. Et lorsqu'on discute avec elles, je pense que c'est le même genre de personnes qui, le jour d'un examen, c'est les personnes qui disent, ah, bah, tu sais, j'ai pas beaucoup étudié. Et finalement, ils décrochent un 19 sur 20 ou un 18 sur 20. Et on se dit, mince, mais comment est-ce que la personne, il ou elle a fait? Enfin, moi, je pense que c'est comme ça, hein. J'ai eu des amis qui disent à chaque fois, ah, j'ai pas beaucoup étudié. Et lors des jours du résultat, c'est 18, 19 sur 20. Je me dis, mais mince, mais comment est-ce que la personne, elle l'a fait? Et je pense que c'est justement le syndrome de l'imposteur qui fait que la personne travaille 2 fois plus Mhm. et même avant l'examen, même avant le test, les personnes se sentent pas trop à la hauteur, même si la personne a passé une semaine une semaine pour étudier ou toute la nuit pour étudier, la personne va toujours ne pas sentir à la hauteur, même si la personne a les compétences pour ça. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans les gens avec qui vous avez travaillé ou pas.
Oui, alors dans ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a toujours ce côté jamais satisfait en fait de ce que je donne, de ce que je Hmm, produis. Alors qu'on peut avoir un 19, un 18, une super bonne note, presque un 20, et la personne pourrait être déçue en disant, ben, je suis sûre que j'ai eu ça, mais je doute finalement de ça. Et donc, je pense que c'est lié aussi à nos attentes, parce que hmm, souvent, c'est des personnes assez perfectionnistes aussi qui ont ce syndrome, dans le sens où on veut toujours faire de son mieux, mais on a des objectifs très élevés aussi. On vise hmm, pratiquement la perfection dans certains domaines, que tout soit parfait, sans une erreur, que tout soit hmm. carré, tout soit contrôlé. Et du coup, comme ça, quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est là où la personne est déstabilisée. Ouais. Alors concrètement, j'ai toujours voulu parler avec un psychologue par rapport à ça. C'est- Je comprends bien que ça vient des attentes, euh, mais concrètement, c'est quoi l'origine de ça? Parce que tout le monde n'a pas ça. Euh, est-ce que je peux dire que oui, c'est quelque chose dans mon cerveau, c'est du bactérie dans mon cerveau qui fait que je pense à ça, ou je sais pas, mais c'est quoi l'origine du syndrome de l'imposteur? Parce que c'est pas quelque chose qui est médical. Non, vous avez raison, c'est pas médical. Il y a eu des études sur ça à partir des années 1978 Hmm. et c'est pas défini, c'est pas un problème médical, c'est pas une maladie, c'est vraiment un Hmm. sentiment, une émotion qu'on ressent. Donc c'est important de faire la distinction pour ne Ouais. pas se mettre une étiquette en disant je suis malade du syndrome de l'imposteur. C'est plus une émotion. Donc du coup, le côté positif, c'est qu'une émotion, ça vient et ça part. C'est quelque chose de très fluctuant. Donc, ça dépend vraiment des époques, de la période de nos vies. Donc, souvent, comme on disait, ça peut être au début de sa carrière ou quand il y a un changement, un chamboulement, Hmm. ou dans certains domaines, souvent le domaine professionnel. Donc, ça dépend beaucoup de l'environnement aussi dans lequel on Hmm. vit. Quand je parle d'environnement, ça peut être la famille, ça peut être la société, parce qu'il y a des familles qui encouragent beaucoup les enfants, des parents ou de l'entourage qui va souvent encourager l'enfant. Donc ça aide aussi à se construire une bonne image et une bonne estime de soi, comme on disait Hmm. tout à l'heure. Il y a la place de la société aussi, enfin, que l'individu a dans la société. Tout à l'heure, on parlait des femmes. C'est sûr que concrètement, la place des femmes dans la société est différente de celle des hommes. C'est pour ça Ouais. qu'on peut dire qu'il y a une difficulté quand même pour les femmes de montrer finalement certaines choses. C'est comme si elles devaient prouver en permanence qu'elles étaient égales par rapport aux hommes. Là, Hmm. ces dernières années, il y a quand même beaucoup de changements par rapport à ça, mais ça peut jouer, par exemple, la société. Et comme on disait, je pense que l'origine, c'est quand même comment nous, on se sent au niveau de la confiance. Est-ce qu'on a confiance en nous, peu importe ce qu'on réussit ou ce qu'on ne réussit pas, ou est-ce qu'il finalement, on doute toujours de nous et de ce qu'on fait? Hmm. Hmm. Wow. S'il s'agit clairement de la confiance, je pense que c'est vrai. Et comment est-ce que c'est la question que je vous avais posée tout au début, mais euh, si je parle de moi ici, hein, je parle de moi et j'essaie d'être un peu vulnérable parce que je sais qu'en tant qu'homme, on l'entend jamais. C'est quelque chose que je pratique aussi dans ma vie. Mais personnellement, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour dire que euh, j'ai plus confiance. Comment est-ce que je mets plus confiance en moi, justement, pour ne pas souffrir de syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il s'agit de regarder dans le miroir et dire je suis digne, je suis beau, je suis tout ça? Enfin, je sais pas. Peut-être moi quand j'y pense, des choses que je peux faire pour instaurer de la confiance dans ma vie, c'est des choses que je vois dans les films. Et si je me vois faire ça, je me dis, ah, bah, tiens, c'est trop, ouais, c'est cliché, c'est si, c'est comme ça. Mais concrètement, s'il s'agit de ne pas avoir de la confiance, comment est-ce que tu le gères? Alors, c'est une grande question, la question de la confiance en soi. Ouais. Je pense qu'il y a plein de façons de s'en occuper en fonction vraiment des personnes. Et comme ça, quelques petits conseils que je pourrais donner, c'est au quotidien déjà être tolérant envers soi,
déjà envers ses erreurs et ses difficultés. Parce que souvent, c'est à ce niveau-là qu'on peut être très dur. On entend souvent dans la vie quotidienne, on peut se le dire, je suis bête, comment j'ai fait pour rater ça, vraiment, je suis nulle. Euh, Pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pensé ça. Donc là, je dirais transformer déjà ça, cette autocritique finalement, parce que là, on se critique, transformer ça en quelque chose de plus tolérant, comme on aurait parlé à un enfant en disant, bah, c'est pas grave, ça arrive les erreurs, et c'est pas parce que tu as fait une erreur ou tu as échoué cette fois-ci que ça va se reproduire pour la suite. On peut dire que les erreurs nous apprennent dans la vie, nous apprennent à mieux nous en sortir. Donc, plutôt changer notre façon déjà de nous parler, et ensuite de nous voir aussi comme une personne entière, qui n'a pas que des défauts, qui n'a pas que des échecs, mais qui a aussi des qualités. Donc, mettre l'accent aussi, il s'agit aussi de mettre l'accent sur ça. Donc, au quotidien, penser à tout ce qu'on fait bien, à toutes nos qualités. Et quand quelqu'un nous fait un compliment, par exemple, bah, vraiment prendre le temps d'écouter ce compliment et de le recevoir en disant merci. Ça paraît simple, mais souvent on dit mais non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est naturel, c'est pas moi. Mais finalement, si la personne nous fait ce compliment-là, s'il est sincère, c'est qu'elle le pense. Donc nous aussi, il faudrait apprendre à le penser, que la personne voit le positif en nous. Donc nous aussi, on doit apprendre, si ce n'est pas le cas, à voir ce positif en nous-mêmes. Ouais. Lorsque vous étiez en train de parler, je me dis, mince, mais c'est tellement de douceur avec soi, c'est tellement de tolérance envers soi, c'est tellement de tolérance envers ses erreurs. Et en tant que quelqu'un qui a grandi justement en Afrique, et comme justement c'est un podcast des jeunes qui sont en Afrique, je pense que à titre personnel, j'ai galéré quand j'étais gamin parce que même mes parents n'étaient pas tolérants envers mes erreurs. Même mes parents n'étaient pas tolérants envers. Et même, je trouve que dans beaucoup de pays africains, on n'a pas cette tendresse, cette douceur que les parents ont avec leurs enfants. Normalement, c'est tu fais ci ou tu dégages. Tu fais ça ou tu dégages. Tu vois, c'était souvent dur, c'était souvent carré dans la plupart de nos maisons. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas cette tendresse de ah oui, vous avez fait une erreur, c'est OK. Moi, c'était t'as eu 18 sur 20, pourquoi t'as pas eu 19 sur 20? Ton ami, il a eu 19 sur 20, mais toi, tu as eu 18 sur 20. C'est parce que tu joues trop au foot. J'avais beaucoup de ça quand j'étais gamin. Enfin, moi, pas beaucoup, mais je connais beaucoup de gens qui avaient beaucoup de ça quand ils étaient gamins. Et je trouve en tant qu'enfant africain, je pense que c'est un peu dur d'avoir de la tolérance vers soi, de la tendresse vers soi, alors qu'on n'a jamais vu avec nos parents envers nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne ou c'est des pensées qui viennent de la tête de là. Tout à fait, c'est très juste ce que vous dites. Effectivement, on parlait tout à l'heure de l'environnement et dans l'environnement, c'est vrai que les premières personnes qu'on voit quand même en tant qu'humain, c'est nos parents. Donc, c'est sûr que nos parents ont vraiment une place très importante dans la façon dont on se construit en tant qu'enfant et plus tard en tant qu'adolescent et donc adulte, en tant qu'individu. Et c'est vrai que la façon dont les parents vont nous parler, comme vous avez bien dit, vont réagir à nos erreurs, bah, ça nous influence plus tard. On apprend en fait de leur réaction. Si la réaction est plutôt, tu n'as pas le droit à l'erreur finalement, le message sous-entendu, c'est on attend de toi la perfection, et ben petit à petit, on va intérioriser ce message et on va devenir comme ça avec nous-mêmes, en disant mais tu n'as pas le droit à l'erreur, on attend de toi la perfection, j'attends de moi la perfection. Alors qu'au contraire, des parents qui vont être un peu plus tolérants, comme on disait tout à l'heure, un peu plus doux par rapport aux erreurs, bienveillants aussi avec leurs enfants, qui vont beaucoup les rassurer par rapport aux erreurs, par rapport aux difficultés de la vie finalement. Ces enfants-là, en grandissant, auront tendance à reproduire finalement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, et donc être plus tolérants. Après, c'est pas aussi linéaire. Ça influence beaucoup. Après, la personne, en prenant conscience de certaines choses, peut très bien changer et décider de ne pas reproduire ce que ses parents ont fait, comme d'autres vont reproduire exactement ce qu'ils ont vécu. Peut-être je vais poser une question un peu personnelle.
Est-ce que vous, dans votre vie, Cindy, vous êtes honnête de comment le syndrome de l'imposteur vous affecte? Alors, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment au niveau de ma vie professionnelle que ça m'a Hmm, impacté quand j'ai commencé en fait en tant que psychologue, que jeune psychologue. C'est vraiment à ce niveau-là que je me suis beaucoup remise en question, euh, où je doutais en fait d'être à la bonne place, où je doutais que je pouvais exercer et aider d'autres personnes finalement, puisque mon métier consiste à aider quand même d'autres personnes. Donc voilà, je me disais concrètement bah, qui je suis pour aider d'autres personnes, alors que hmm. je sortais quand même de 6 ans d'études. Mais c'est comme si on a l'impression de pas être légitime. Oui. Quand je me retrouvais face à ça, certains patients, je me disais, mais j'avais cette petite voix qui me disait, mais qui es-tu pour donner des conseils? Voilà. Et ça, c'est, en tout cas, en psychologie, j'ai pu travailler déjà en parlant beaucoup à mes collègues. Heureusement, j'ai vraiment eu la chance d'intégrer une équipe très bienveillante, très gentille envers moi, avec qui j'ai pu partager ça et qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup réconforté, beaucoup accompagné, en me disant Hmm, que finalement, eux aussi, ils avaient traversé la même chose, que beaucoup de monde traverse ça, comme on disait tout à l'heure, à certaines époques, où quand on commence un métier, c'est normal au début de ne pas vraiment savoir comment faire, comment se ouais. positionner. Il y a plein de doutes, plein de questions. Et vraiment, ça m'a permis de dédramatiser ce côté-là et de prendre petit à petit confiance en moi au fur et à mesure aussi de l'expérience et des Hmm, retours, des feedbacks aussi positifs que j'ai eus. Voilà, je les ai vraiment pris à cœur en me disant, ben, c'est vrai, je peux faire du bon travail et je suis une bonne professionnelle. ouais. 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 Ça c'est. Et surtout, si je regarde le nombre des jeunes qu'il y a, surtout en Afrique, il y a énormément de jeunes qui vont entrer dans le monde du travail. Des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui vont bientôt rentrer dans le monde du travail, dans les bureaux aussi. Je pense va y avoir beaucoup de gens qui seront touchés par ça, qui voient leur patron de 45, 50 ans, qui se disent mince, mais mon patron ou ma patronne, madame ou monsieur X ou Y, veut que je fasse ci, veut que je fasse ça, je suis pas à la hauteur et tout. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui vont souffrir de ça. Euh, et je pense qu'on se trouve en ce moment dans un moment dans l'histoire, l'histoire du monde, qui fait que avec les réseaux sociaux aussi, ça aide pas en fait avec la confiance en soi. Oui, Si quelqu'un a plein de réseaux sociaux, et si tous ces réseaux sociaux, ils disent qu'il faut que vous soyez comme ci ou comme ça, ou comme X ou comme Y. On ramène ça au travail, et même au travail, on entend cette même voix, il faut que vous soyez comme ci, comme ça, comme X ou comme Y. Et tout ça, même lié avec la question dont on a discuté tout à l'heure, parce que des parents, je pense que surtout pour nous les jeunes, hein, pour les millennials, je veux dire, ou la génération Z, comme on dit aux États-Unis, je pense que on, je vais pas dire qu'on va souffrir de ça parce que je suis pas un prophète, je veux pas dire quelque chose de mauvais sur les gens, mais je pense qu'il y a moyen on va vraiment galérer à ce titre. oui, vous avez dit quelque chose d'important aussi, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Mm. Et ce qui va avec souvent et qui est assez toxique, c'est la comparaison. La tendance à Ouais. se comparer aux autres, comparer nos vies, comparer nos réussites. On compare tout, alors que finalement, comme je dis souvent, c'est incomparable parce que personne n'a les mêmes vies, personne n'a le même parcours. On a Mm. tous des vécus différents, des parents différents, des parcours différents. Donc, on est complètement différents, mais pourtant, on va se comparer au niveau du travail. Bah, lui, il a ce poste-là, moi, je ne suis pas là. Lui, il a des choses dans sa vie, il a fait des réussites, des accomplissements. Et comment ça se fait que moi, je n'en suis pas là? Et souvent, ça, c'est toxique parce que ça rabaisse justement Mm. notre confiance en nous. Mm. On- Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se comparer, ça ne va pas nous aider à reprendre du courage et à avoir confiance pour avancer. Au contraire, les effets, c'est plutôt de nous sentir rabaissés. Et quand on se sent rabaissé, on a tendance à se refermer sur soi et là, de ne plus avancer. Donc, ça, c'est vraiment contre-productif, la comparaison.
Hmm, hmm. Ouais, je suis d'accord avec ça, 100%. Euh, j'ai pris des pauses de mes réseaux sociaux plusieurs fois cette année, justement pour rétablir l'équilibre de ma confiance en soi. Euh, bon, est-ce que ça vous dit qu'on fait un petit jeu? Oui, allez-y. C'est un petit jeu de comment discuter les pensées négatives. OK? Ok. On va peut-être faire ça. Chacun va décider un mot négatif qu'il ou elle ressent parfois lui-même. Je pense que je vais commencer avec celui-là. Lorsque le mot est relevé ou lorsque le mot est dit, la personne responsable dit un mot positif pour contrer le mot négatif et comment il ou elle sait que ce mot est vrai. Alors, par exemple, moi, je vais, alors, je vais dire un mot. Et ce mot, c'est censé être négatif. Et quand je vous le dis, vous pouvez le contraire par un mot positif. Vous avez compris? Ok, J'espère d'accord. que je pense que l'explication n'était pas super claire, mais bon, on va y arriver. Oui. Il est 8 heures du matin ici en France. Donc, alors, un mot négatif, je dirais moche. Donc moi, je répondrais par le contraire, donc beau, OK? Stupide. intelligent. Euh, la mauvaise estime de soi. La confiance en soi. Euh, et hmm, j'ai pas beaucoup de mots en fait en ce moment. Alors, est-ce que tu as des mots négatifs que tu as vu dans ton travail que tu peux me dire? Je dirais la faiblesse, Euh, la force, euh, l'incompétence, euh, la compétence. Ah, moi, j'en ai un. oui. Euh, la peur, Ah, je dirais la confiance la confiance, euh, et l'assurance peut-être. l'assurance. Hmm. Moi, je dirais plutôt courage. Oui, aussi. Je dirais plutôt courage. Euh, la perte. La perte, le gain, gagner. Ouais. Moi, je pense que juste par rapport à ce mot, euh, il y a beaucoup d'hommes, justement. Tout à l'heure, on a parlé il y a beaucoup de femmes qui souffrent de syndrome de l'imposteur, mais je pense que lorsqu'on parle surtout au niveau sport, au niveau jeu, il y a beaucoup d'hommes qui construisent toute leur vie grâce à leurs compétences sportives. Et il y a certains hommes qui ont la peur, la phobie de perdre. Je sais que moi, j'ai tendance à avoir ça aussi. Quand j'étais jeune, j'étais un grand sportif et je détestais perdre parce que je savais que mes amis allaient se moquer de moi. Et donc, j'étais joueur de foot, pas pro, hein, juste joueur de foot normal. Mais je travaillais beaucoup sur le terrain parce que j'avais toujours peur que mes amis se moquent de moi, que j'ai l'air nul en foot. Et je pense que j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui étaient comme ça, qui travaillaient à fond pour ne pas avoir cette même conception de soi. Que oui, je suis un perdant, que oui, je suis pas assez bonne.
que oui, je suis faible sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec le travail que vous avez fait? Oui, et c'est vrai que ça me faisait penser au fait que finalement, c'est assez paradoxal parce que souvent, c'est dans les domaines justement où on apprend, on est même plutôt bon des fois, des choses qu'on pratique depuis un certain moment, donc on a quand même une certaine compétence, où on apprend, en tout cas, donc on est dans le développement de cette compétence. Et souvent, c'est dans ces domaines-là, donc par exemple le sport ou l'apprentissage d'une langue ou d'une compétence en général. C'est dans ces domaines-là où on a tendance à penser, on peut penser facilement qu'on est nul, justement, et qu'on a Hmm, peur de ce regard-là, de ce jugement-là, alors que c'est un domaine où on est en plein développement, où on est en train de travailler dessus, on est en train de s'exercer dessus, ou hmm, même des fois on a des compétences, des fois on a des récompenses, des trophées par rapport à ça, mais c'est quand même dans ces domaines-là où facilement on peut être fragilisé et atteint par les critiques aussi. Alors que c'est hmm, quand même des fois les domaines où on est quand même où on s'en sort le mieux. Donc c'est assez paradoxal. hmm. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que, enfin, quand j'ai joué beaucoup au foot avec des hommes, c'était toujours le truc qui est plus masculin, qui a plus de testostérone. Et souvent, j'avais beaucoup de gens, je connaissais les gens, je voyais les gens sur le terrain, mes amis, qui souffraient un petit peu, sans le dire, de leur manque de leur vouloir d'avoir plus de testostérone, d'être plus gros, plus rapide, machin. Mais oui. Alors, on va continuer avec les mots. Euh, on va dire, euh, on va dire malade. Je dirais en bonne santé. Ouais. Et puis après, au lieu de dire les mots négatifs, je vais juste dire les mots. Euh, et quand je dis ces mots, vous me dites ce dont vous pensez à ces mots. C'est vrai que des fois, quand on dit les mots négatifs, ça pourrait toucher les personnes. Euh, mais aussi, pour certaines personnes, ces mots sont pas négatifs. Ces mots sont juste descriptifs. Par Mhm. exemple, euh, ronde. Ronde, Ouais. ok. Et qu'est-ce que je dois en dire? Ronde, vous me dites ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que c'est un mot négatif ou pas? Ronde dans la forme de la corps humain. Mhm. Les personnes qui se sentent pas à la hauteur parce qu'ils ou elles sont rondes. Rondes. Je dirais que ça dépend comment c'est dit. Hmm, Euh, c'est vrai qu'en même temps, ce mot-là peut être descriptif. Après, si la personne n'est pas satisfaite de son physique ou justement essaye de perdre du poids ou a beaucoup de difficultés à accepter son image de soi, je pense que c'est un mot qui peut être très négatif et qui peut hmm, être très mal reçu si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son physique. hmm, hmm. Ouais, ça c'est vrai. Alors, un autre mot, euh, et ça c'est quelque chose, c'est un mot qui pourrait toucher beaucoup de gens. Noir. Alors moi, je dirais que c'est un mot aussi descriptif. Hmm, Euh, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, il y en a même qui en ont fait une fierté. Donc je hmm, dirais que c'est c'est ni bien ni mal. Enfin, c'est vraiment un mot descriptif. Après, ça dépend de ce qu'on met derrière aussi, parce que chaque personne a sa définition pratiquement, au-delà de la couleur de peau, à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie au racisme? Dans ce cas-là, c'est plus douloureux, ou est-ce qu'au contraire, ça renvoie à sa culture et à la fierté de ce qu'on est, aux traditions? Et dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose de positif et une fierté d'avoir une histoire et d'avoir une culture aussi. hmm. Et je pense que de nos jours, au moins dans les dernières 20 ans,
on commence, enfin, surtout dans les dernières 10 ans, je dirais, on commence à être plus à l'aise d'être vulnérable avec surtout tout ce qui est race et tout. Surtout pour les jeunes comme nous, on commence à dire oui, j'ai subi ci, j'ai subi ça, et on commence à avoir plus de discussions sur la race. Euh, et on voit ça de plus en plus de quelque chose qui n'est pas négatif, je pense. Mm. Alors, une dernière mot, euh, jeune. Jeune, pour moi, Ouais. c'est un compliment. C'est un compliment, mais en même temps, je pense que pour certaines personnes, ça peut être une critique. Parce que je Ouais. trouve que, bah, justement, on parlait des jeunes et des réseaux, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à vouloir être mature très vite, être presque vieux, entre guillemets, très vite, Ouais. à vouloir faire plus vieux que son âge, plus grand, plus, voilà, plus dans le tout. Mm. Et donc, quand certaines personnes, on leur dit qu'elles sont jeunes, bah, c'est comme si elles se sentaient attaquées ou qu'elles se sentaient mal à l'aise de dire leur âge réel, finalement. Ouais. Mm. Donc, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je dis jeune parce je sais il y aura beaucoup de auditeurs et auditrices qui vont écouter ce podcast qui vont se dire que mince, je suis trop jeune pour commencer mon propre business. Je suis trop jeune pour jouer dans cette équipe. Je suis trop jeune pour travailler pour cette marque. Je suis trop jeune euh, je suis trop jeune pour demander de l'aide de X ou Y, mais c'est surtout ça, surtout avec moi, je sais que c'était ça. Je me suis dit, je suis trop jeune pour ci, pour ça. Et tout d'un coup, je me retrouvais à presque 30 ans sans avoir rien fait. Donc, je vais inciter les personnes jeunes de ne pas se laisser rabaisser, en fait. Tout à fait. Alors, on a presque terminé. Enfin, oui. Avant de clore cet épisode, est-ce que vous voulez dire autre chose comme point final, Cindy? Par rapport à toute notre discussion très intéressante, je dirais pour clôturer que c'est important d'avoir des modèles aussi, je pense. Hmm, De s'inspirer vraiment par des gens qui nous ressemblent, justement au niveau physique, au niveau peut-être de l'âge, au niveau culturel, au niveau de ce qu'on aime, et de vraiment prendre ces personnes comme exemple en disant que bah, elles ont réussi et c'est possible. Et en étudiant leur vie, on voit souvent qu'il y a eu beaucoup d'échecs avant la réussite. Et hmm, souvent, on omet tout ce côté échec et on se concentre que sur la réussite. Mais je pense que justement, en prenant conscience que tout le monde passe par des échecs, par des difficultés, même derrière le mot échec, comme on dit, c'est pas vraiment un échec puisqu'on apprend toujours de ce qui se passe pas comme hmm, prévu. hmm, Donc, je dirais vraiment, voilà, prendre du recul et en parler aussi autour de soi. hmm, Et voilà, de s'inspirer de personnes positives et d'un environnement vraiment positif, ça peut vraiment aider de façon générale. hmm, hmm. Parfait. Je trouve que c'était une très belle discussion. Avant de clore l'épisode, je vais donner quelques points, quelques trucs que j'ai trouvé intéressants. Premièrement, je pense qu'on en a discuté, soyez conscient de ce que vous consommez, vos éléments déclencheurs, et il faut reconnaître comment vous vous sentez. Deuxièmement, je pense que il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul, qu'il il y a toujours des gens qui galèrent un peu comme nous. Et chacun je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé cette même euh, syndrome de l'imposteur ou ces mêmes émotions. Je pense qu'on a aussi discuté que le syndrome de l'imposteur, c'est pas un truc médical, euh, mais c'est des émotions, c'est des fortes émotions. Euh, oui, je pense que c'est plus ou moins les points importants que j'ai trouvé moi personnellement. Euh, d'accord. On a terminé. Un grand merci à notre invité d'accepter cette invitation. Vos expériences sont non seulement précieuses,
mais elles sont extrêmement appréciées. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont prêts ou prêtes comme vous à être aussi vulnérables et intelligentes par rapport à ce sujet. Donc, merci à vous, Cindy. Merci aussi à nos Mindshakers d'avoir écouté cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous faire part ou de nous informer de vos réflexions sur différents sujets sur le contexte africain. Si vous voulez qu'il y ait un sujet qu'on traite, merci de nous laisser un message. Surtout, Mindshakers, nous vous encourageons à sortir et à partager tout ce que vous avez pu apprendre de cet épisode, alors que nous nous efforçons tous d'apprendre ensemble et de secouer le monde avec audace. Merci.